Comment on va commencer? Même. On va s'échauffer avec un exercice. On va vous poser plusieurs questions assez rapides. Vous n'aurez le droit de répondre que par oui, non, vrai ou faux. Et bien évidemment, on attend la réponse de chacun. Très bien. Très bien. Vous avez pris les droits de combiner ou pas? Oh la vache. Ah, putain. Il va être insupportable ce épisode. Là, on a parlé du jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la genèse de comment est né Pratico? Comment vous êtes retrouvés? Donc, j'introduis, comme ça je cadre. Comment on s'est rencontrés, c'est ça? Vous vous êtes rencontrés en réanimation. Un couloir comme ça, et puis... Voilà pourquoi je veux cadrer. Voilà pourquoi je suis obligé de cadrer. Leurs épaules se sont frôlées. Et ils se sont regardés, main dans la main. On a dit, waouh, mais c'est qui ce mec? Il va être insupportable ce épisode. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui invite aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy, et je suis accompagné de Louis, qui est infirmier en réanimation et créateur lui aussi d'une chaîne de vulgarisation médicale, Un homme en blanc. Et on est aujourd'hui ravis d'accueillir non pas un, mais deux invités, c'est le seul épisode de cette saison dans cette configuration. Émeric et Hugo, infirmiers de réanimation et fondateurs de l'organisme de formation Pratico Santé, qui est également le sponsor coproducteur de cette saison 1 de ce podcast. Passionnés depuis toujours par la pédagogie, ils sont formés en simulation et ont aujourd'hui un catalogue de formation continue très fourni, de l'ECMO à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Ils ont également créé un serious game en ligne, ECMOSim, qui reproduit littéralement une chambre de réanimation permettant de faire plusieurs scénarios de prise en charge de patients. Ils ont plein de formateurs qualifiés dont on fait partie avec lui depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, au-delà de l'aspect professionnel, on peut dire qu'Émeric et Hugo sont autant nos amis que nos patrons et on est très contents de les accueillir dans ce podcast. Bienvenue. Merci. Souriez parce que là... Ah oui, non, mais moi je pensais qu'il y a un jingle. Le jingle il sera en détail. Comment on va commencer? On va s'échauffer avec un exercice. On va vous poser plusieurs questions assez rapides. Vous n'aurez le droit de répondre que par oui, non, vrai ou faux. Et bien évidemment, on attend la réponse de chacun. Très bien. Très bien. Vous avez pris les droits de combiner ou pas? Oh la vache. Ah, putain. Il va être insupportable ce épisode. J'ai un mec qui dit oui ou non. Très bien. Ok, t'as pas compris. Tu n'as... Les États-Unis, c'est mieux que la France? Non. La simulation est l'outil de demain. Et d'aujourd'hui? Oui. C'est pas la réalité. D'accord, oui. Il y avait une règle à respecter. Non, je crois que c'était ni oui ni non, pardon, excusez-moi. Le jeu vidéo peut servir pour l'apprentissage professionnel? Oui. Être infirmier et entrepreneur, c'est incompatible? Non. La profession infirmière nécessite d'être révisée? Oui. Une spécialité d'infirmier en réanimation devrait être créée? Oui. La réanimation est clairement le meilleur service de l'hôpital? Non. Oh. Attends, oui. Les infirmiers peuvent former des médecins en formation continue? Oui. Les infirmiers peuvent débriefer des médecins en simulation? Oui. Est-ce que vous allez coproduire la saison 2? Ah putain, non, j'avais dit que tu prenais la question, merde. Est-ce que la simulation est le meilleur outil pédagogique? Non. Est-ce que vos compagnes respectives vous reprochent parfois d'en faire trop? Oui. Allez. Hop, j'ai oublié, je vous lance un petit chrono. On va passer à l'activité. Je vous explique un petit peu. On a plein de questions à vous poser. D'accord. Pour pouvoir poser les questions, c'est vous qui allez choisir le thème en faisant tourner la roue des questions. Tout simplement, vous allez venir appuyer une fois dessus. Ce sera pas celle-là. Alors, je suis pas gaucher, mais je le fais quand même. C'est un thème. Alors, c'est un mini-jeu, et Louis, le temps que je rallume ton portable, je te laisse expliquer. On va reprendre un petit peu le même principe de la série questions. Sauf que cette fois-ci, plutôt que de répondre par vrai ou faux, on va vous donner un thème et vous allez nous donner si, pour vous, c'est quelque chose qui est surcoté ou sous-coté. Pour le coup, vous avez la possibilité d'argumenter. On compte d'ailleurs un peu sur le fait d'argumenter derrière s'il y a des choses qui viennent nous titiller. D'accord. Ok, pour vous? On a un exemple ou pas? Bon, après, il y a peu... tu veux pas avoir une note à la fin? Ok, non, Typiquement, un exemple, la ludopédagogie. Un exemple, là. Un exemple au hasard. Hein. Donc, c'est sous-coté? Voilà.
Il faut que tu développes maintenant. Ah bah il faut que je développe Ah, parce non, que... toi aussi. Et toi aussi, t'as le droit bien de sûr, ouais, t'as Déjà, raison. prendre les réponses. C'est pas toi l'honneur. Sous-côté, parce qu'on ne l'utilise pas forcément assez dans la formation continue, et donc je pense que la vidéopédagogie justement peut amener pas mal de choses comme l'apprentissage rapide, créer une ambiance aussi de formation, une expérience de formation, et sous-côté parce qu'on pourrait le faire des petits en fait. On commence à le faire des petits, mais encore plus pour les adultes maintenant. Donc, non. Peut-être pour les personnes qui sont pas... Est-ce que tu peux rapidement donner une définition vulgarisée de la ludopédagogie? Parce que bon, on comprend qu'il y a ludique et pédagogie, mais est-ce qu'il y a une définition Une définition Hugo, est-ce que tu as une définition? Non, Décharge c'est direct. sans doute pas la vraie définition, mais... Non, mais une perso, c'est pas vraiment. L'idée, c'est d'amener sur différents concepts de formation, l'amener par le jeu, mais qui peut être pris vraiment au sens très très large. Tu peux aller de l'escape game à du jeu de rôle, à des tas de choses, en fait, d'amener des notions qu'avant on avait plutôt l'habitude d'apprendre. Quand on a commencé en tout cas la formation, on a travaillé pour des gens où c'était, tu fais ton PowerPoint, c'est 19h-17h, point, tu déroules ton truc, et c'est parti. Et vraiment, voilà, nous on a voulu faire complètement différemment, et en rencontrant de plus en plus de gens, on a vu que partout en France, bon, partout ailleurs, mais partout en France, on a rencontré des gens qui avaient plein de concepts dans leur service ou au sein de différents organismes de formation, et vraiment qui amenaient ces petites pattes, un jeu spécifique pour apprendre telle chose, telle autre chose. Et vraiment, on voit le gain, en tout cas comparé à des cours avant bateau, quoi. Le gain, Type tu fac, dis, entre guillemets. le gain de Désolé quoi pour la fac. En gain en termes d'apprentissage, déjà, en termes de ce que tu vas retenir de la formation. Déjà que sur le moment, si tu passes un bon moment, ce qui te pousse aussi sans doute à acquérir de nouvelles connaissances. Et voilà, quand tu es en groupe, que tu rigoles bien entre infirmiers, ça permet aussi, on l'a vu dans plusieurs endroits où on a été, tu relances un petit peu une dynamique. Alors c'est pas que nous, c'est les formations générales, hein, bien sûr, mais tu relances un peu une dynamique de groupe. Il y a des gens qui, des fois, qui étaient un peu... Voilà, ça faisait un moment que tu travaillais, tu étais un peu, je dirais pas sur le déclin, mais allez, t'es parti dans ta routine, et le fait... Non, c'est un peu fort, déclin. Mais le fait de se relancer, le fait de se reformer, d'avoir des choses comme ça un peu rigolotes, bah, tu te relances un peu dans l'apprentissage, dans les règles, ce genre de C'est choses. en s'amusant, voilà, tu parles beaucoup Non, des non, mains, mais je parle beaucoup des Il y a deux choses en même temps. Il y a la formation, du coup, la bonne formation qui amène à se former, parce qu'il y a des gens dans le déclin, comme vous dites, c'est Hugo qui le dit, c'est pas ouais, moi. qui du coup vont être amenés, vu qu'elles ont apprécié une expérience, et ça c'est purement personnel, hein, c'est de l'ordre de ressenti, mais c'est hyper important, on le voit dans les post-tests notamment, de retourner vers de la formation. Et aussi il y a le critère, un des critères principaux de la pédagogie, c'est la rétention d'informations durables aussi, quoi. Et la confiance en soi, parce que la pédagogie redonne confiance en soi, on se dit ah bah ouais, mais en fait j'avais plusieurs choses, je l'ai pas mis en avant, et on peut apprendre autrement, et donc ça c'est important, c'est de sortir un petit peu, comme disait Hugo, le 9h-17h, PowerPoint, slide par slide, publi par publi, voilà. Donc voilà. La créativité des infirmiers. Oui. Sous-côté. Sur-côté ou sur-côté. Quoi, sous-côté sur-côté, oui, vas-y. Ah non, sous-côté. Oui, sous-côté. Okay, sous-côté. Très bien, on est là, on est raccord. J'avais pas encore compris la règle. Mais pourquoi sous-côté du coup? Non, bah, créativité des infirmiers, tu te rends compte que nous, on a la chance quand même avec ce qu'on fait, les formations, de bouger vraiment partout en France. Et partout... À l'étranger aussi. Ouais, à l'étranger. Mais partout, tu rencontres des gens qui sont dans des services... À chaque fois, on a toujours un peu... moi, j'avais cette image, la formation, c'est les trucs un peu d'urgence, le SAMU, les urgences, la réa, des trucs assez techniques. Et finalement, dans tous les services, il y a des tas de gens qui font des trucs super, qui font des choses avec des dessins, qui vont faire des vidéos, qui vont faire... Avec peu de moyens. Ouais, des tas de trucs QR code pour avoir, dès que t'as une question, tu peux flasher, tu vas avoir tout ce qu'il faut faire. Enfin, il y a une multitude de choses, des jeux, des choses comme ça, et partout où tu vas, il y a vraiment beaucoup d'infirmiers qui font des tas de choses, et souvent ils sont pas mis en avant, ou c'est toujours démotivé. Il y en a qui craignent des chaînes YouTube, par exemple, des chaînes Instagram. Non, mais blague à part, là on travaille, nous aussi, avec la société française, la SRLF, la société française de réanimation, pardon. Ils vont m'en vouloir, mais dedans, il y a eu beaucoup de personnes qui ont créé pas mal d'ateliers durant les congrès, de dynamiser le congrès, de créer des formations plutôt punchy. Et donc, les infirmiers sont beaucoup créatifs. Et un jour, il y avait un entrepreneur, ça fait la minute entrepreneur, mais qui nous avait dit, des fois, avec un peu de moyens, tu arrives à faire de grandes choses, en fait. C'est-à-dire que des fois, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent d'un seul coup que tu vas faire des trucs, c'est Disneyland. Non, des fois,
avec un peu de moyens, c'est ce qu'on avait commencé aussi avec Pratico, c'était tout simplement de faire d'autres choses, quoi. Et donc, oui, les infirmiers sont très créatifs. Et infirmières aussi. Je vais juste rebondir, ce qui est très dommage, parce que tous ces gens qui font des trucs super un petit peu dans leur coin, c'est toujours des gens qui sont très motivés, et dans de rares cas, c'est suivi derrière par soit l'administration, par la direction, ce genre de choses. Ces gens-là vont faire des trucs super, au bout d'un moment, ils s'épuisent parce qu'il faut vraiment tout faire soi-même, donc quand tu es motivé, c'est super, mais pour des gens qui pourraient tellement apporter, si on donnait un peu plus de place à l'hôpital pour ces choses-là, souvent ça rentre comme un plus qui ne sert pas à soigner, donc ça sert à rien. Ça sert à rien et c'est bien dommage. Il y a des gens très 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 talentueux chez les paramédicaux. Et pas que les infirmiers. Sur-côté ou sous-côté la collaboration médecin-infirmière? Ça dépend, mais je dirais, vas-y Hugo, Je ne pense pas. Ouais, non, moi je dirais sous-côté. Alors après, c'est vrai que ça dépend. Si je prends mon exemple personnel, je ne considère pas ça comme ça, mais on va prendre un exemple. Je crois que tu t'étais un peu battu. Je crois que j'ai vu passer des tweets, je sais pas où. Par exemple, sur tout ce qui est IPA, médecin traitant. Non, mais par exemple, si on prend ce thème-là, clairement, pour moi, c'est clairement sous-côté. Au-delà dans ton service, tu peux avoir une vraie collaboration, mais tu l'as avec tous les professionnels qui travaillent autour de toi, donc les médecins en font partie. Mais l'infirmier peut vraiment. Enfin, la relation est sous-côté dans ce sens-là pour des grands enjeux de santé publique chaude. Et typiquement, sur les médecins traitants, moi, je suis plutôt très, très partisan, mais cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Tout à fait. Voilà. Non, je rejoins Hugo dans les services. Enfin, nous, en tout cas, on a travaillé dans les services où il y avait une bonne collaboration. Peut-être la dernière, parce qu'on attarde beaucoup dessus. La simulation haute fidélité. Ah. Allez, on va dire surcoté. Ouais, pour dire. On en parlera après. Un mot très vite fait, la simulation haute fidélité, c'est effectivement utiliser du matériel de pointe, du matériel de haute technologie, avec notamment des mannequins pour entraîner les soignants à faire des gestes du quotidien, enfin du quotidien ou moins, avec du matériel au plus proche de la réalité, des mannequins qui sont capables d'être perfusés, de transpirer, de crier, de bouger, de changer de couleur. Voilà, donc avec beaucoup de technologie et beaucoup d'argent. Plus on va vers la haute fidélité, plus ça coûte cher. Après, il y a le hautement réaliste. Oui, maintenant on dit plus haute fidélité, mais pourquoi ? Voilà. Ok. On en reviendra tout à l'heure, on n'a pas le droit de développer avant qu'on se prenne des haches. Non. Waouh. Vas-y, développe. Ils sont ça vient plus. Putain, on aurait dû les mettre en premier, parce qu'il faut avoir de l'énergie pour. Non, mais juste le surcoté. Je m'entends. C'est une pub. Quoi ? C'est bon, ça se rallume. Je la refais. Non, juste, je voulais redire. Non, surcoté, c'est important. Enfin, je dis c'est surcoté. C'est important d'avoir un environnement très réaliste. Surcoté dans l'apprentissage possible. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui dit que c'est bien ou pas bien. On va dire que sur le court terme, c'est pas mal. Sur le long terme, c'est encore difficilement prouvé. Voilà, mais on a une expérience qui fait que. On a l'impression que c'est pas forcément... voilà. C'est marrant parce que sur mes formations pour la simulation, quelques formations que j'ai pu faire, il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué. Ouais. C'est la première chose, c'est si tu peux faire autre chose que de la simulation, c'est que la simulation n'est pas l'outil pédagogique qu'il faut utiliser à ce moment-là. Et si tu mises tout sur la situation et que tu oublies un peu ce qu'il y a après, notamment le débriefing, c'est que tu ne fais pas de la simulation. La simulation est un prétexte à débriefer. La simulation, simulation, voilà, c'est ce que j'allais dire. La simulation est un outil pédagogique. Ouais, c'est un outil pédagogique comme un autre. Après, il y a un débriefing, c'est là où c'est le plus important. Tout à fait. Ton iPad se rallume, on va faire sans iPad, on va dire que vous tournez la roue maintenant. D'accord. Et que vous avez... Je voulais le faire. Magnifique. J'ai gagné. Vous êtes tombé sur la montagne, ça tombe super bien. Quel hasard. Vas-y. Et la montagne, en fait... Oui, visiblement. Ils sont fatigués. Cohésion entre les présentateurs. Je lui ai dit, tu commences, t'as commencé, je dis oui, visiblement. C'est parti. Donc Pratico, entreprise de formation, donc faire de la formation, est-ce que c'est quelque chose qui est facile, difficile, c'est une chose, mais vous avez décidé de carrément créer un jeu vidéo. Oui. Est-ce que c'est difficile ? Et est-ce que ça valait le coup d'un point de vue pédagogique ? Oui. Pour nous, c'est pas surcoté. C'est
On est plus sur surcotage là. Si, je suis encore dans le surcoté. J'ai envie d'utiliser le mot surcoté jusqu'à la fin de cette émission. Le vieux couple. Non, quand on s'est lancé là-dedans, il y avait un principe, c'était déjà qu'on adorait les jeux vidéo. Oui. Bon, déjà à la base. Important. On s'est lancé dans le Covid quand c'était un moment pas facile pour plein d'entreprises. Meilleur moment. En fait, on s'est lancé un petit peu avant le Covid. Mais ça veut dire que ça a accéléré. Donc il y avait aussi le fait de se dire, si on avait eu cet outil-là, de toute façon de formation à ce moment-là, peut-être qu'on aurait pu diffuser des tas de choses très facilement à plein de monde. Il y a ça. C'est quelque chose qu'on peut très facilement adapter une fois que tu as créé ta structure. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait vraiment ton jeu, après tu peux décider, j'enlève tel élément, je rajoute celui-là, je rajoute ci, je rajoute ça. Au début, on s'est dit qu'on allait conquérir le monde avec le jeu, tout ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Très rapidement, on a quand même bifurqué sur... c'est juste un outil. Un très bon outil, mais un outil en plus du reste. C'est-à-dire que maintenant, on l'associe beaucoup aussi à la formation présentielle. On s'en sert pour faire des webinars. On s'en sert pour préparer les formations en amont. On s'en sert pour maintenir les compétences derrière. C'est-à-dire que toi, tu as fait ta formation. On ne va pas se mentir, généralement, au bout de... Je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit 3 mois, tu as perdu, je sais plus combien de pourcentage, mais un bon pourcentage en tout cas, de connaissances. Et tu peux pas financièrement... au niveau du temps, tu peux pas faire revenir des équipes comme ça tout le temps. Donc le fait d'avoir un outil comme ça derrière, tu peux te dire, chez moi je refais, j'ai pas beaucoup de temps, c'est pas grave, je fais un scénario, j'ai un débriefing derrière, tu as toujours ton esprit simulation débriefing, et tu te réentraînes comme ça au fur et à mesure, de façon la plus ludique possible. On s'est dit, si les gens passent autant de temps sur Netflix, sur les plateformes, tu rentres chez toi, tu es fatigué, mais ça te fatigue pas de regarder des fois des conneries sur Insta ou des trucs sur Netflix. Donc si... C'est bien gros mot. J'ai des conneries. Ouais. C'est pas grave. Non, mais pour les enfants qui écoutent. Oui, c'est sûr que les enfants vont écouter ce podcast. Et du coup, il m'a fait perdre le film. Merci. Mais non, le temps d'attention est très important parce que juste après le travail, c'est pour ça que je voulais rebondir dessus. On s'est rendu compte sur le taux de connexion, en fait, ils étaient très importants. Les gens jouaient très longtemps. On est à des 7 heures de jeu quand même, donc ce qui est pas non négligeable. 3 heures pour on va dire des gens qui sont bien habitués aux jeux vidéo et bien habitués aux thèmes de formation, et jusqu'à 7 heures pour les débutants. Donc on a découvert un outil aussi qui est facilement transportable, parce que si vous avez déjà fait de la simulation, le mannequin qui pèse une tonne, je suis dans le train, ou le transporteur a perdu le mannequin, enfin c'est toujours une logistique importante. Et donc là, tu arrives avec ton serious game, enfin ton jeu vidéo, tu mets ton cas clinique sur comment ça s'appelle, un écran, et ensuite après tu vas interagir avec les personnes, on leur donne un QCM à faire en distance, ils vont voter sur un système de vote, et puis après ça va être des débats. On va pouvoir montrer des trucs aussi qu'il ne faut pas montrer, c'est-à-dire, je sais pas, moi, tu peux dire, nous on a fait sur le thème de l'ECMO, on baisse les débits de l'ECMO à 0, vous voyez ce que ça fait quand on baisse les débits de l'ECMO, vous voyez ce que ça fait si on clampe l'ECMO. Donc voilà, on a J'allais revenir dessus, juste pour les personnes qui ne sauraient pas. ECMO, c'est Extracorporeal Membrane Oxygenation, c'est une circulation extracorporelle pour qu'on remplace ou les poumons ou le cœur et les poumons. D'ailleurs, on a fait une vidéo dédiée là-dessus avec vous. J'ai moi-même testé le jeu. Tu l'avais testé toi ou pas? J'avais fait aussi une vidéo d'ailleurs là-dessus. On trouvait sur la page YouTube. Merci pour la passe décisive. Et non, c'est vrai qu'on est du coup dans une chambre, et tu faisais allusion au potassium, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut, parce qu'il y a des scénarios où, il y a plusieurs scénarios qui sont disponibles, où il y a des problématiques qui vont arriver, qui vont survenir, et on doit réagir, mais il y a aussi une possibilité de faire absolument ce qu'on veut. Et par exemple, moi dans la vidéo, je m'étais amusé à injecter des produits qu'il ne faut pas injecter à un patient et voir comment ça avait réagi. Et mon patient avait fait un arrêt cardiaque. Donc vraiment, pour le coup... Qu'est-ce que s'éclate ? C'était génial, j'ai tué quelqu'un, mais c'était un jeu vidéo. Pour la petite anecdote, la plupart des gens, la première chose qu'ils ont envie de faire quand ils jouent à notre jeu, c'est de savoir où ils peuvent aller, et ils essayent de tuer le patient. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Psychopathe en France. Oui, mais je pense que c'est la même chose dans les tu regardes dans les jeux vidéo, etc. C'est ça aussi. Mais en vrai, du coup, ce qui est fou, c'est que du coup, t'accroches tout de suite parce que tu sais que c'est réaliste et que tu sais que tes actions. Et je crois que j'avais passé hors temps de caméra, j'avais passé 1h30, mais alors que c'était vraiment juste du test. Donc oui, ça.
très facilement ça t'absorbe comme t'absorberais un jeu vidéo. Donc là on est dans la ludopédagogie. C'était un long débat de savoir s'il fallait ou pas tuer le patient, enfin le patient virtuel, hein, évidemment. Oui, mais ça. Voilà, parce que pourquoi parce qu'en simulation. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai dit pourquoi, mais je savais la réponse. C'est que je sais, mais les règles d'or. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, les règles du jeu, c'est la simulation. La simulation, faut pas tuer le patient. Oui, voilà. en gros, c'est ça. Mais c'est un peu. On le sait un peu quand même à la fin. Voilà, mais... c'est en simulation, c'est vraiment dans des outils pédagogiques, mais ça revient aussi au débat sur les escape games et la compétitivité. Je trouve qu'en pédagogie, pendant des années, on est un peu dans le monde des bisounours et j'ai eu des débats où non, il faut surtout pas faire 2 équipes dans une classe de lycéens, alors que la compétitivité, quand on regarde les écrits, je sais que tu as envie de parler, mais laisse-moi finir. J'ai bien coupé la parole. J'adore, ouais. Mais qu'en fait, la compétitivité peut avoir des gros avantages et le fait d'aller au bout de l'erreur et de voir qu'on peut faire une erreur et donc tuer le patient, ça rajoute du réalisme et de la dimension immersive. Mais il ne faut pas oublier l'effet de transfert. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui ont vécu des choses difficiles dans leur carrière et tu vas retrouver des fois le même scénario, ça nous est déjà arrivé. Le hasard fait qu'ils tombent sur le même scénario. On a vu des gens partir en pleurant, être pas bien, ou même des fois sur des scénarios où ils n'ont jamais, on va dire, vécu une telle situation. Il y a l'ego, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'émotions en simulation. Et donc c'est pour ça que c'est toujours un sujet à débat. Faut quand même rester toujours bienveillant. Et c'est sûr que si tu dis à la fin, ton patient, désolé, tu l'as tué. Tu l'as tué. Voilà, c'est pas possible. On peut pas. Ouais, tout à fait. Après, il faut bien le débriefer. Exactement. Non, je voulais juste rebondir par rapport à un petit truc, parce que c'est un super outil, mais quand tu fais de la formation en présentiel, les gens des fois viennent te voir, te dire j'ai bien aimé, mais peut-être qu'il faudra accentuer là-dessus, ce serait sympa si on avait un mannequin un peu comme ça, ou je voudrais utiliser tel matériel. Tu dis ok. Des fois, quand tu fais le jeu, t'as des gens qui te disent alors ce serait génial si du coup on changeait tout l'environnement 3D, si on faisait ça, et qu'on pouvait faire ça. C'est pas le même. Et ils ont l'air presque déçus, genre t'abuses, vous voulez pas faire ça c'est pas qu'on veut pas, mais du coup c'est pas le même coup. Alors voilà, c'est un outil qu'on essaie de faire le plus large possible et des fois neutre, mais voilà. On essaye d'agrémenter chaque fois, mais c'est. Là, on a parlé du jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la genèse de comment est né Pratico ? Comment vous êtes retrouvés? Donc, j'introduis, comme ça je cadre. Comment on s'est rencontrés, c'est ça? Vous vous êtes rencontrés en réanimation. Un couloir comme ça, et puis. Voilà pourquoi je veux cadrer. Voilà pourquoi je suis obligé de cadrer. Leurs épaules se sont frôlées. Et ils se sont regardés, main dans la main. On a dit, waouh, mais c'est qui ce mec qui revient d'Amérique du Sud? Voilà, parce que c'est comme ça, en fait. Hugo est parti en Amérique du Sud, il est revenu, et puis on s'est retrouvé en USC. En UT soins continus pour ceux qui ne connaissent pas. On a commencé comme ça, on a vu qu'il y avait un bon feeling, je l'ai battu aux pompes. Et puis à partir de ce moment-là, on a commencé faire des pompes. Aux pompes, oui. Oui, merci. Voilà, je sais pas pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. C'est un concours de coq, sans doute. Voilà. Et puis après, comment Allez, hop. Et la suite de ça, comment on a créé Pratico? Parce qu'on a commencé à faire un peu de formation dans le service. Et puis, je crois que c'était chambre 118. On s'est regardé, on a dit, mais si on crée une boîte de formation? Et puis voilà, ça s'est fini comme ça. On a commencé à faire des formations un peu à gauche et à droite dans les organismes. Et puis voilà. On ne citera pas de nom? Non, on a fait on n'est pas obligé. Mais voilà, on a fait d'autres organismes. Et puis après, on a créé notre propre organisme en 2018-19, je crois. Parce qu'on a commencé en 2016, mais on avait été plutôt formateur indépendant. Et ensuite, 2018-19. On a été consultant aussi en 2017 pour un éditeur de Serious Game. Et puis au fur et à mesure, on a dit, ce serait bien qu'on fasse notre catalogue de formation, surtout l'ECMO, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Voilà. Peut-être que je parle de trop. Mais non, c'est tout, t'inquiète, je saurais. Pour le bref, faut me demander les questions si tu veux des réponses. Ok, ça je m'adresse pas. Non, mais alors, du coup, moi je réglemente. Ça te va si je. Vas-y. Aymeric, du coup, tu parles du fait que vous êtes devenu consultant, etc. À la base, vous étiez tous les deux infirmiers en réanimation. Tout à fait. À la Pitié-Salpêtrière. On peut sur. Oui. D'autres détails? Non, d'accord, c'est bon. Ça va être très Aymeric, tu as arrêté de bosser à l'hôpital depuis combien de temps? Travailler.
Oui. Très- Ah bah, tu m'as dit qu'on était dans notre salon, je suis dans le salon, là je me sens bien. Donc ouais. c'était il y a combien de temps? C'était en 2000, c'était à la naissance de mon premier fils en 2017. Ah, mais ne regarde pas. Voilà, 2017. D'accord, 18, donc tu voilà. t'es mis à... Oui, parce qu'en fait, de ce que tu m'as raconté, tu t'es mis très vite à temps plein sur Pratico, même au final à l'époque où il n'y avait pas encore de rentrée d'argent en Pratico. Non, parce qu'il fallait développer la boîte et bon, il fallait à un moment donné y aller. Donc, Mettre les mains dans le cambouis. Mais les mains dans le cambouis, même vous mettez les mains dans le cambouis avant aussi. Hein, je mise pas l'application bien de sûr, Lilo, Est-ce que ça te manque Du coup, ma question initiale L'arrière c'était ça. L'arrière, les soins, patients, l'hôpital. Professeur Combe. Alain, on bosse avec lui, donc non, il me manque pas, du coup, mais on bosse souvent avec lui. Non, l'équipe, ouais, c'est ce que j'avais beaucoup aimé, c'était l'ambiance, l'équipe. Moi, je me suis bien marré en réanimation, on s'est très très bien marré. D'ailleurs, si je peux conseiller à beaucoup de personnes, c'est de faire un peu de réanimation. Mais non, pour l'instant, non, c'est l'équipe qui me manque, mais les patients, tout ça, non, je suis passé à autre chose. J'ai tourné. Ok, ouais, t'as vraiment fait un... Ok. Des fois, il vient me voir, il fait, mais je pourrais plus. Ouais, non, il y a des fois, si. Alors, une fois, je suis resté, je passais dans le service et puis c'était l'équipe de nuit qui arrivait. J'ai ressenti, tu sais, le café, le thé qui arrive un peu chaud, les gens qui arrivent. Alors, c'est quoi les transmissions, tu vois et Ça, c'est des transmissions du matin, ça. Voilà. Ça, c'est les transmissions du soir. Et que les gens étaient pimpants, ça sentait bon. J'ai dit, ouais, ça me manque un peu parce que cette ambiance un peu de fin de journée, ça me manquait un peu. Mais juste 10 minutes. Hein. Après, quand j'ai vu le SAMU arriver, les familles, tout ça, voilà. Donc, Ok. Donc, Aymeric, toi, du coup, t'as choisi d'arrêter en 2017. Hugo, est-ce que tu comptes arrêter un jour la réanimation qui est ton service de cœur, un petit peu, on peut le dire? Tout à fait. Eh ben, je pense que j'arrêterai parce que déjà physiquement, je commence à prendre de l'âge et je ressens un petit peu la fatigue. Je tiens d'ailleurs à féliciter toutes celles et ceux qui poussent quasiment jusqu'à la retraite dans les services de rage. Je trouve que c'est pas facile. Et pour le moment, tout ce qu'a dit Aymeric, le côté équipe, ce genre de choses, les moments que tu vis en animation, l'intérêt d'être dans un service qui est très à la pointe de la recherche, ce genre de choses, dans un domaine qui me passionne, font que pour le moment, je suis content de ce entre guillemets mi-temps, mais c'est sûr que oui, je quitterai, je ne peux pas faire toute ma vie là-bas. Ok. Mais tu sais pas encore quand. Mais je ne sais pas encore quand. Très bien. On relance. Allez. Chips. Allez, à On toi, est pour Aymeric, s'entendre, bébé. tu vas y arriver. j'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Oui, bah oui. Ah, c'est Hugo qui fait. On met toutes nos chances de notre côté, hein. Bah, Le but, c'est que ça ouais, dure non, pas mais- 3 heures, donc... T'as vu ça du premier coup? Ouais, j'ai vu. Ça tombe où? Sur l'arbre. Sur l'arbre. Le ça sent le sapin, c'est ça? C'est ça le thème? Non. Bah tiens, c'est Louis qui a... J'ai marqué Louis. Je sens qu'il se décharge complètement sur... Bah, Ouais, si, moi, pour avoir déjà discuté avec vous, notamment on en avait parlé ensemble un peu, Aymeric. Toi, pour te former, Oui. t'es carrément parti aux États-Unis. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez bien en France? Alors, hop là, non, pas du tout. C'est la vie, c'est des opportunités. La vie, c'est des opportunités, tu vois. Bienvenue sur Business Non, BFM. c'est juste que situation, non, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, c'est j'étais à un congrès. Hugo n'était pas là d'ailleurs. Et j'étais à un congrès. Il y a une de mes collègues qui me dit il y a un professeur qui vient des États-Unis qui va faire un workshop ECMO. Ça te dit tout simplement de l'aider. J'ai dit ok. C'est quoi un workshop? Un workshop, c'est un atelier de simu, voilà. Et donc ils étaient avec un mannequin, il fallait l'aider. J'ai dit ok, pas de problème. Et donc je commence à l'aider, donc j'ai même pas mangé pour ça. Tu vois, j'étais un peu aigri à la Ça fin. marque. Au niveau de Ça m'a détail. marqué parce que Ouais, j'aime bien manger dans les heures adéquates. D'ailleurs, j'espère que ça sera bientôt terminé parce que non, je rigole. Non, blague à part, en fait, on a rencontré le professeur Oguino, qui travaillait à l'époque à l'hôpital de Nemours, à Philadelphie, pas l'hôpital de Nemours, vers chez moi. Et donc il m'a dit, un peu à l'américaine, tu veux venir coming in United States, tout ça. Je dis, ok, on y va. Mais bon, moi, j'y croyais pas, tu vois. Et puis, il me renvoie un mail, il me dit, bah écoute, t'es invité à telle date pour Philadelphie dans 8 mois, un an, à peu près. Je dis bon bah ok, et c'était vraiment sérieux puisqu'il avait pris les billets, l'hôtel, tout ça. Donc j'ai demandé à Hugo de venir avec moi, mais il pouvait pas. Il est venu à une autre date après.
C'était pour venir se former aussi en tant que simulateur, en tant que formateur en simulation ECMO. Et donc c'était super. Moi, l'anglais c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et donc j'ai pris des cours pendant ces 1 an. Je stressais à mort. Et puis quand je suis arrivé là-bas, c'était pas mieux qu'en France. Enfin si, c'était mieux en France, je trouvais, en pédagogie, enfin en tout cas d'après ce que je voyais, parce qu'on parlait justement des hautes fidélités tout à l'heure. Et moi je m'attendais à Disneyland, tu vois, avec un gros centre de simulation, tout ça. Et en fait finalement je suis arrivé dans des salles de fac, avec un respi qui marchait pas, avec écrit FiO2 100%, et avec une feuille en papier devant. J'ai dit oula, c'est quoi ça? Et puis finalement, en fait, la pédagogie elle a été géniale. Les mecs, ils avaient tous des étoiles dans les yeux à la fin. Et donc moi j'ai trouvé, du coup j'ai dit Hugo, il faut qu'on fasse ça en France, quoi. Voilà. Donc on a appris la simulation un peu là-bas. Et après on a été formé avec le professeur Oriot. Sur le débriefing, lui qui se trouve à Poitiers. À Poitiers. Tours ? Poitiers. Voilà. Okay. Ça rassure d'entendre un petit peu quand même que tu dis en France d'un point de vue pédagogique il y avait quand même quelque chose. Non, en fait je t'ai dit c'est une opportunité. On aurait pu le faire, à Amiens, on aurait pu le faire au Kremlin. Voilà, il y a des bonnes équipes, mais ce jour-là, j'étais présent, j'ai aidé un mec qui m'a dit tiens, en échange, viens aux États-Unis, quoi. Donc nous c'était cool, quoi, comme expérience, franchement. Et puis on reparle toujours avec lui. Ça, c'est un ami, donc voilà. Ce qui est très rigolo, du coup, ce que tu dis, ça me fait penser, au final, tu t'attendais du coup à l'aura des États-Unis avec du grand matériel, etc. Et en fait, tu t'es aussi rendu compte que de la pédagogie, on pouvait le faire avec peu de moyens. Peu de moyens et surtout avec du show. Alors eux là-bas, c'est just for the show. Je m'en rappelle, je vois encore ce respi avec la feuille en papier. Je lui dis mais tu le connectes pas ton respi, tu l'allumes pas? Il me dit non, just for the show. Et là les gars, ils ont accueilli tous les gens avec une simulation, ça sonnait de partout. Le facilitateur, c'était une famille qui arrêtait pas de crier, tout ça. Et les participants sont arrivés dans la pièce. Et je me dis, waouh. Et en fait, les mecs, ils savaient pas, parce que là-bas, aux États-Unis, tu peux pas toucher une ECMO tant que t'as pas eu de certif. En fait. Donc, t'as besoin de. Ce qui est bien, mais voilà, comme en France. Voilà. Tiens, ça c'est ton patient. Et puis après, tu fais une formation. Il a 2-3 tuyaux dessus, t'inquiète. Faut juste pas tirer dessus. Et donc là, les mecs, ils étaient un peu perdus, mecs et nanas, tout ça. Et c'était trop rigolo parce qu'à la fin, ils applaudissent, ouais, welcome to the ECMO simulation. Et donc j'ai dit non, pas feu d'artifice, mais il y avait le show et c'est ça que j'aimais bien. Et je trouve que justement ça t'amène dedans, il y a une expérience formation qui est super et c'est pour ça que nous on a essayé de refaire un peu ce truc là dans nos formations, just for the show. Franchement oui, on constate quand t'arrives à être 2 binômes de formateurs pour de la simu, typiquement avec Gary, ce qu'on a pu faire ensemble et tout. Oui, quand t'arrives à faire limite du sketch, en fait tu rajoutes ton contenu pédagogique et tu l'enrobes d'un petit truc autour, et c'est là où ça fait des paillettes, quoi. Bien sûr. Ok. Tu y allais quand même. Je suis allé 1 an après, et un peu même expérience. Vraiment, ce qui était surprenant, il y a sans doute des gens qui faisaient comme ça en France, mais il y avait toujours un côté un peu, je trouvais un peu rigide, c'est-à-dire, t'as pas de simu, donc t'es un gros naze, quoi. T'as pas bossé avec machin, non, me parle pas. Et là-bas, il y avait plusieurs gars qui avaient une grosse expérience clinique et qui étaient juste motivés, ils avaient monté leur truc, et bon, ils étaient très compétents, mais il n'y avait pas de... Ça se faisait... C'était moins compliqué, quoi. Ça se faisait hyper bien, et c'est surtout ce qui était impressionnant, parce que nous, on formait des gens, mais qui avaient un peu d'expérience déjà. Là-bas, il y avait des gens, ils n'avaient jamais vu. Et en 3-4 jours, ils ressortaient de là avec un niveau que tu disais, ah ouais, les mecs, ils ont quand même bien fait leur programme. Ils ressortaient de là, c'était, tu vois, la simu un peu finale d'évaluation. Et ce gars-là, tu l'avais vu le premier jour. Donc, clairement, là, il n'y a rien à voir. Il a vraiment acquis les trucs. Et voilà, et puis c'est vrai qu'eux, c'est oublié. Enfin, il faut le certifier, sinon ils vont pas bosser avec ces malades-là aussi. Donc il y a aussi un enjeu. Voilà. Les échos en France qui sont faits pour évaluer la médecine, là-bas, ils l'utilisent depuis des années pour certifier sur des trucs comme ça. C'est vrai exactement. Certification, j'espère qu'on y viendra un jour en France quand même, mais... Puis ils se prenaient pas au sérieux, c'est ça qui était bien, c'était
c'était cool. On a découvert enfin un avantage chez les Américains. Non, mais ils ont plein de qualités. Oui. Non, ce que je retiens surtout, c'est que surtout, le fond, c'est pas une question, quel que soit le côté de l'Atlantique, en fait, le fond pédagogique, il est là. Enfin, les qualités de soins, elles sont là aussi. C'est un résultat. Donc, à partir de ce moment-là, c'est beau, et qui est positif. C'est bien maintenant qu'on déverrouille un petit peu, effectivement, les cerveaux, quoi. Réussir à... Mais on peut le faire, c'est juste que les gens se lâchent pas assez. On est encore, tu sais, c'est difficile. Ça s'apprend, la pédagogie, ça s'apprend, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain parce que tu as un peu plus d'aisance que les autres, ça s'apprend, il y a des règles à respecter, tu sais à qui tu t'adresses dans la salle et ça c'est important. Bah du coup c'est trop bien parce que oui, il faut se former à la pédagogie. Avec Louis, on a commencé en faisant des vidéos sur internet, tous les deux on aura dans un an le même diplôme. Pourquoi t'allais te former toi Louis en pédagogie alors que tu faisais de la pédagogie depuis des années sur internet? Pour avoir un diplôme, pour en fait... Okay. Vraiment déverrouiller les cerveaux. Exactement. En fait, on va pas changer grand chose. Enfin, moi, de mon point de vue, je vais pas changer grand chose à ma pratique. Non, ça m'a donné quelques outils. Oui. Ça m'a surtout donné des réseaux, mais par contre, en le fond et dans la forme, ça m'a apporté peu de choses. Mais par contre, ça permet de déverrouiller effectivement, déverrouiller des accès. Et c'est quelque chose en France d'avoir besoin d'un... Effectivement, comme tu disais, tant que t'as pas un diplôme, t'as beau avoir un background de X formation, X vidéo, X projet pédagogique, etc. Tant qu'il y a un mec en face de toi, il aura le M2, mais il aura jamais pratiqué. Le mec qui a le M2 en pédagogie, il aura plus de valeur que toi, pour certains. Après, heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça, mais c'est vrai que dans l'inconscient, quand même, il y a le diplôme... prévaut sur beaucoup de choses, dont l'expérience. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est pas parce que t'es diplômé que t'es bon, et c'est pas parce que t'es pas diplômé que t'es mauvais. Et c'est pas oui, voilà, c'est ça, mais c'est vrai que c'est un peu là-bas, c'est vrai qu'il y a... mais ça vaut pour tout. En fait, t'as plus le côté, il y a une mission, c'est la mission, tu sais le faire, ok, alors c'est bon. En France, je trouve que ça change un peu, mais il y a toujours ce côté, t'aimes bien te rattacher à moi, j'ai ça. Et faut pas cracher, je veux pas faire de vidéo en disant les diplômes c'est nul. Ah non, bah, regardez, moi j'ai pas eu le bac. Non, bon. Mais voilà, non, mais c'est sûr que ça t'apprend des tas de choses, mais il faut peut-être plus laisser, même si t'as pas le diplôme, mais aussi moi que t'es compétent, mais on va te monter, et quitte après derrière, bah, t'iras te certifier, et dans cette certification, t'iras quand même apprendre de nouvelles choses. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement compétents et puis que ça évolue, voilà, tu iras faire ça. Mais laisser la chance au début, et c'est ça qui était sympa. Je pense oui. J'avais rencontré un infirmier il y a très très longtemps sur un premier podcast. Il est sorti une phrase, alors c'est plus au mot près, mais ça m'avait fait rire. Le diplôme, on parlait de la même chose, du diplôme. Le diplôme infirmier, à aucun moment il dit que tu es compétent. Il dit juste qu'on t'a expliqué comment ne pas tuer les gens. Maintenant, c'est à toi de devenir compétent. Oui, et d'ailleurs, c'est un très bon exemple, parce que t'es diplômé infirmier, mais pour autant, quand on regarde le delta de niveau qu'il y a entre les infirmiers possibles, et sans jeter, c'est juste qu'il y a un monde entre certains infirmiers et d'autres, alors qu'à la base, on a le même diplôme, quoi. Ouais, après, ça va être c'est les politiques des certaines IFSI. Ah oui, mais voilà, c'est pour ça, c'est pour dire qu'un diplôme, des fois, ça voilà. Ça dépend où tu vas. C'est que ton diplôme, c'est qu'une première marche, quoi. Après, soit tu te contentes de cette première marche, soit tu après, la deuxième marche avec la formation continue chez Pratico. Exactement. Allez, c'était le moment sponsor. Allez, c'est cadeau. Et on laisse beaucoup par rapport, et pour rebondir à ça, on laisse beaucoup de liberté aux formateurs pour les formations. C'est-à-dire que s'ils ont envie de ramener un docteur Maboul sur une formation et de faire un truc, on le laisse faire. L'idée, c'est vraiment s'il y a de la ludopédagogie, c'est top, et en fait, le but, c'est de tester aussi, quoi. Donc, il y a des choses qui marchent, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas, mais l'important, c'est de tester. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. D'accord, très bien, monsieur Aymeric Ménard. On va tourner la roue. Il y aura peut-être, si j'ai le temps, Aymeric, tu vas y arriver. Le 12 octobre. T'es où le 12 octobre, toi? Comme toi. Non? Ah oui. Et on est au milieu, non? On vous a envoyé une lettre. On vous a envoyé un courrier. Je sais pas. Bon. Je vous dis pas encore qui c'est, vous allez vite deviner. Je vais vous lire ça. Pas facile de résumer 12 ans en 3 minutes. J'ai connu Aymeric et Hugo en arrivant en réanimation à la Piquet-Salpêt en 2012. Aymeric qui avait pris son poste depuis quelques mois et Hugo qui faisait déjà partie des piliers vu qu'il travaillait depuis 3 ans. Aymeric a fait partie des IDE, donc des infirmiers, qui m'ont encadré pendant mon intégration. Moi qui découvrais ce monde rempli d'ECMO et d'assistance cardiaque, de patients si graves, de familles cherchant auprès de nous des réponses et des journées tellement riches en technique et en humain. On a été toute une brochette d'infirmiers à arriver sur la même période dans le service avec la création des lits en unité de soins continus.
tous un peu du même âge, avec des profils un peu semblables d'infirmières et ont eu une première expérience professionnelle ailleurs. Nous nous sommes tous serrés les coudes, aussi bien dans notre apprentissage de ce milieu si particulier qu'est la réanimation, que dans le travail lui-même. Et une cohésion d'équipe s'est faite comme je n'ai jamais plus rencontré avant. La journée, tous ensemble dans le même bateau pour effectuer le travail, mais dans une ambiance incomparable d'entraide et de complicité. Et de temps en temps, ou souvent, selon les périodes, on pouvait aller boire un verre, manger un bout après le service, notamment quand la journée avait été dure. On boit un verre et on rentre ? C'était notre phrase fétiche, qui bien sûr n'était plus d'actualité dès que nous commandions la deuxième tournée. Des amitiés se sont créées, au point qu'au fil des années, même si nous avons été plusieurs à quitter le service, que certains sont partis, loin, ont fondé des familles. Nous nous voyons toujours aujourd'hui. Émeric a été et est toujours pour moi comme le grand frère que je n'ai pas eu. Une oreille toujours attentive, un ami qui jamais ne juge mais qui a toujours les conseils qui se révéleront, parfois plusieurs années après, être les bons. Hugo, ce bourreau de travail qui cache derrière un air d'ours mal léché, un grand cœur et une perpétuelle remise en question, a été et est toujours pour moi un repère. Il est en recherche perpétuelle de perfectionnement, à commencer par lui-même. J'en profite ici pour lui dire qu'il a toute mon admiration pour l'énergie qu'il dépense pour faire face à toutes les facettes de sa vie. Infirmier de réanimation hors pair, chef d'entreprise, père, bientôt mari, et qu'il peut en être fier. C'est beau. C'est beau. C'est pas fini. Ah. Je crois pouvoir dire qu'Émeric et Hugo, après avoir été des collègues, sont devenus des amis, et aujourd'hui, j'ai la chance de les avoir comme patron. Il est effectivement temps de parler de leur bébé. Je les ai vus penser à la création de Pratico Santé, un organisme de formation qui n'avait pas encore de nom. Ils ont mûri le projet, tourné des centaines de fois leur idée dans tous les sens, à l'époque où nous travaillions encore tous les trois en réanimation. Je revois Hugo travaillant de nuit et, entre deux tours de soins, chercher des solutions pour rendre réelle leur envie en termes de pédagogie, de simulation, et pour savoir comment rendre ce projet réalisable. Et aujourd'hui, 8 ans après la création de Pratico Santé, nombreux sont ceux qui peuvent témoigner que leur projet est réalisé. Des formations pour les soignants, par les soignants, dans le respect d'une éthique de qualité et de professionnalisme. Aujourd'hui, je ne peux que leur dire merci de m'avoir fait confiance, parce que finalement, c'était un pari risqué de demander à une infirmière qui ne connaissait rien au métier, qui a peur de parler en public et qui n'aime pas le téléphone, d'entrer dans la danse pour les aider à faire grandir Pratico Santé. Je me souhaite de pouvoir être à leur côté pour la vivre, avec toute mon amitié sincère. Je vous embrasse, les garçons. Julie. PS, je veux 500 balles en plus tous les mois. Ah, tu l'as pas lu ça? Mais qui ça peut bien être C'était qui ça d'ailleurs? J-U-L-I. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est Julie. Merci, Julie, Ouais. si tu nous écoutes. Très gentil, ça nous touche beaucoup. C'est la séquence émotion, je crois, c'est ça. du podcast. C'est le moment où il Ça, faut où il pleurer. faut sortir les Kleenex. Voilà. Ouais. Non, mais Julie, c'est notre petite perle. On a travaillé avec elle, en effet, ça fait 12 ans maintenant. 12 ans parce qu'on a travaillé avec elle en réanimation. En effet, je l'ai encadré parce que sur une journée, je venais juste d'arriver, je l'ai encadré derrière. C'est des choses qui arrivent souvent. Très rarement dans le service pour le coup, mais ce jour-là, je sais pas, il y avait un truc. Non, Julie, c'est notre chargée de clientèle, c'est notre commercial, c'est notre secrétaire. Elle va être contente quand je vais lui dire ça. Et non, après, Julie, en effet, elle a fait une reconversion. Maintenant, elle est chez nous. Elle s'occupe de toute l'organisation, du démarchage client. Et nous, c'est juste une perle, quoi. J'ai juste ça à dire. Je sais pas ce que tu veux. Non, mais je suis très heureux qu'elle nous ait rejoint dans le bateau, parce que c'était un peu... Elle aurait pu faire autre chose aussi, puis elle a choisi aussi un petit pari en venant nous rejoindre, et elle est vraiment exceptionnelle, donc on est très content qu'elle continue l'aventure avec nous, en espérant que ça continue encore longtemps. Non, ça va être compliqué d'ouvrir à quelqu'un, même si vous la connaissiez bien, comme ça, mais d'ouvrir un petit peu, vous étiez à deux, vous saviez un petit peu, c'était votre bébé, etc. Et là, devoir faire entrer quelqu'un... Disons que Julie, elle a les mêmes valeurs que nous. C'était un test, on lui a dit, écoute, tu viens, on fait ça 1 mois, 2 mois, et puis on voit ce que ça donne, si t'es à l'aise. Parce que téléphoner à des clients au téléphone, démarcher, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je sais ce que c'est, puisque je suis passé par là. Et donc, je lui ai dit, écoute, t'es infirmière, devenir commercial, on va dire que c'est peut-être un peu plus facile que des fois l'inverse. Tu fais naturellement ça, donc tu vas parler à des cadres de santé, des soignants,
même des médecins, des chefs de service, tu verras, ça va être naturel parce que tu as à peu près le même langage. Et en faisant ça, c'était un pari gagnant. Parce que voilà, j'ai travaillé dans beaucoup de coworking. J'ai vu des entreprises santé prendre des commerciaux qui n'avaient pas forcément d'expérience dans la santé, qui derrière en fait, se cassaient les dents parce que l'hôpital c'est un milieu particulier, c'est un langage particulier, une hiérarchie particulière. Et donc je me suis dit autant prendre une soignante comme faisaient des grands groupes parce que je voyais que ça matchait bien et s'ils avaient fait ça c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison, donc j'ai dit Julie essaye, on verra. Et puis elle est à fond quoi, elle est à fond, c'est un peu son bébé aussi à elle maintenant, donc voilà. Une personne très importante pour nous. Et on est souvent en contact avec elle. Oui, ça a main de fer. Je suis ravi d'apprendre qu'elle n'aime pas être au téléphone, parce que le nombre de fois où je joue au téléphone... En tout cas, dans un grand velours, c'est quand elle te rappelle quelque chose... Moi, je me droit une ronde de trans. T'as le droit Non. Ça, si je crois à celle-là. C'est vrai, j'ai jamais... Non, là, c'est... Non, c'est parce qu'elle tourne bien, ces phrases. Ça. Ouais, oui, c'est d'accord. Ça, et puis ça. Et voilà. Du coup, vous avez créé un organisme de formation en tant qu'infirmier et vous faites des formations dans un premier temps plutôt à destination des infirmiers. On va aller un peu vers un sujet qu'on a très rapidement questionné au tout début sur l'émancipation de la profession infirmière. Oui. Est-ce que... tu vas dire oui... D'accord, non. Je suis un peu tendu en fin de journée. Est-ce que Pratico-Santé, au final, ce serait pas un signe que les infirmiers peuvent faire à la fois de l'entrepreneuriat, sont capables de faire de l'entrepreneuriat et de former les infirmiers? Est-ce que justement, c'est pas le signe que les infirmiers peuvent former des infirmiers, tout simplement? J'ai dit 2 fois la même chose. Oui. C'est pour être sûr qu'ils comprennent. Je laisse répondre. Trop parlé. En plus, il te balance en avant. C'est pas assez business pour les mecs. Non, les infirmiers. Tu me laisses parler du coup. Oui, je te laisse parler. Non, oui, les infirmiers peuvent former les infirmiers. Quand on s'est lancé, autour de nous, au début, on connaissait pas d'infirmiers qui s'étaient lancés dans des choses comme ça. Et après, au fur et à mesure, en faisant des rencontres, on se aperçoit en fait qu'il y a des tas de gens en fait, qui ont fait des trucs comme ça un petit peu partout. Donc ça, c'est super cool. Et oui, les infirmiers peuvent former les infirmiers, à condition bien sûr d'avoir... de s'être un peu spécialisé quand même dans le truc, mais il y a ce côté quand même qui ressort beaucoup, c'est des fois quand un médecin va t'apporter des choses, il a peut-être beaucoup plus de connaissances, mais il a du mal à te les transmettre, parce que on travaille dans le même endroit, mais on fait pas le même métier. C'est même si on peut avoir l'impression que tout est pareil, c'est pas complètement pareil. Et eux, leur apprentissage, je pense, ça a été complètement différent du nôtre, en termes de pédagogie aussi, à la fac, c'est très différent. Enfin, c'est vrai que maintenant c'est la fac pour les infirmiers aussi, je suis vieux. T'inquiète, je l'ai pas connu non plus, c'est rassurant. Non, mais en tout cas, ce que les gens apprécient, les retours qu'ils nous font, c'est formés par ses pairs, ils comprennent un peu dans quoi t'es, ils comprennent ce que tu vis, ils comprennent les difficultés que t'as, et ce que tu peux leur apporter, c'est pas un concept, tu vas pouvoir l'appliquer, nous c'est ce qu'on veut, tu peux l'appliquer demain quand tu retourneras travailler en fait. Et donc ça c'est un truc, clé en main, c'est typiquement ce qu'on voulait. Et ça c'est le pitch de Louis pour sa chaîne. C'est le pitch de Louis pour sa chaîne. Mais est-ce que ça, on me dit souvent, c'est bien, c'est pratico-pratique, est-ce que ça vient de là ou pas, Pratico-Santé? Je vous ai jamais posé cette question et cette question n'est pas du tout écrite sur ma feuille. Pratico-Santé, oui, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas s'appeler Slide Santé, PowerPoint Santé. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse de la pratique. On ne voulait pas être derrière un bureau, marquer des slides. Et dérouler voilà, on va recommencer. Hein, ce que vous vouliez pas faire de PowerPoint sonorisé que vous balancez aux apprenants? Si c'est bon, oui, ou de quoi? Ah oui Vas-y, continue, j'adore ces balles-là. Non, on voulait pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même un métier qui est vachement pratique. Il y a tout un truc à théoriser, bien évidemment. Et il faut de la théorie, il faut pas minimiser la théorie, c'est hyper important. Mais quand on vient... Les personnes qui ont envie de se former ont envie de se former à la théorie, pas forcément en premier lieu, pas forcément dans un premier temps. Ils veulent pouvoir être capables de jouer les dernières recours. Il faut faire des liens. Et à un moment, j'en ai pas habitué à être assis, globalement. Non, ça va, l'heure post-prandial après, c'est toujours... C'est là où il faut du pratique. Après, on va faire réanimer juste après manger. Après, on a quand même toujours besoin un peu de médecins aussi, notre côté. J'ai pas de cracher dessus. Voilà, mais ça,
ça, on a toujours eu une main tendue de la part du médical. Donc, de notre côté, voilà. L'émancipation aussi se fait comme ça. Et l'émancipation, on ne veut pas dire clivage, complètement. Ah oui, Enfin, c'est ça. Ce serait tombé dans l'autre versant, ce serait complètement stupide de vouloir dire on fait 100% entre nous. Un peu de consanguinité infirmière. Non, pas de consanguinité. Non. Mais par contre, du coup, dans l'inconscient, ça m'est déjà arrivé justement de tomber sur des infirmiers qui pensent que parce que c'est un médecin qui va faire une formation, ils auront un meilleur contenu que les infirmiers. On forme régulièrement des médecins, nous. Hein. Ouais. Dans nos formations ECMO, on a des médecins. Au début, quand on a commencé, on se disait, bon, est-ce qu'on est assez légitime, tout ça. Ouais, puis finalement, on a acquis une expertise dans le domaine où on formait à ce moment-là. Oui, c'était formé. D'ailleurs, on n'a jamais eu un médecin qui nous a dit, non, j'ai pas envie de débriefer avec vous ou quoi. Ça a toujours été ouvert. Donc, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Aucun. On sait qu'il y en a que ça dérange. Oui, mais ceux qui viennent, en tout cas, à nos formations, ça se passe toujours super bien. Au contraire, des fois, j'ai plutôt des certaines réflexions. Quand j'ai commencé, t'es formateur, t'es pas médecin. Genre comme si tu pouvais pas parler vraiment quelque chose d'un domaine, voilà. Pourquoi tu disais que quelqu'un t'avait dit, mais t'es pas médecin, pourquoi tu fais de la formation? Il y a aussi énormément, voire la plupart des OF, des organismes de formation qui sont aujourd'hui gérés par des médecins en France. Et au final, vous êtes dans une minorité d'OF qui sont gérés par des infirmiers. Je pense que là, il y a un côté historique un petit peu. Ah, c'est ça, genre, oui. Non, mais je pense que, enfin... Non, je sais pas, non, mais je pense que... Il n'a pas fini sa phrase. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Les quelques OF que j'ai en tête, là, qui sont bien implantés, il y a à la base, c'était pensé par des médecins, mais ça date déjà d'il y a plusieurs années. Peut-être aussi à une époque où tu ne mettais pas forcément en avant. Et quelque part, ça rassure aussi, peut-être des fois, des infirmiers de se dire, je veux une formation avec un médecin, j'ai l'impression que ça va être plus quali. Un des plus gros OF, par exemple, DPC, ça a été créé par deux médecins. Hein. Oui, mais alors, c'est... Ouais. Deux médecins libéraux. Voilà. Donc non, après, faut juste des fois savoir prendre sa chance, savoir. Tu parlais d'émancipation tout à l'heure, faut aussi y aller, quoi. C'est-à-dire que en fait, il y a le syndrome de l'imposteur chez les paramédicaux. C'est-à-dire que est-ce que je suis assez légitime pour, est-ce que je suis assez. Donc des fois, il faut savoir se dire non, allez, on y va, on peut aussi, et on le fait, quoi. Et tout le fait, ne serait-ce que par essence, la pratique paramédicale. Même si chacun est autonome dans notre profession, on travaille quand même avec la prescription médicale, avec ceci. Ouais. C'est presque, j'exagère un trait, mais comme si on demandait la permission avant de pouvoir travailler. Le médecin, on le forme à être décideur, on le forme à avancer. On est formé à être des exécutants, c'est ce que tu veux dire. Oui, alors après. Mais qui est à défaut, si on nous a formaté. Je dis souvent, il faut être des exécutants critiques. Alors, dans les exécutants critiques, c'est-à-dire que, bon, oui, on est soumis à prescription médicale, mais il faut savoir aussi dire stop s'il y a quelqu'un qui. Oui, bien sûr. Pour savoir dire stop, ça demande des connaissances. Ça demande des connaissances cliniques, une expérience, tout ça. Donc. Parce que tu parlais d'un point de vue historique, et c'est vrai que historiquement, les infirmières, et d'un point de vue sociétal, elles font ce que demande le médecin. Et il y a plein d'infirmiers et d'infirmières qui sont les petites mains et qui se reconnaissent comme étant les petites mains du médecin. Et ça leur va très bien. Et ça leur va très bien. Ouais. Donc c'est pour ça quand la question t'en a parlé un peu, les freins de l'évolution de la profession, c'est quoi pour vous les freins de l'évolution de la profession? Qu'est-ce qui freine la création d'un statut d'infirmier en réanimation par exemple? Oh là, c'est... les anesthésistes. Hop là. Et allez, 2000 € et je repasse à montage. Les IAT, quoi? Non, je pense qu'il y a plein de choses qui freinent, mais pas pour des bonnes raisons. Enfin, tu vas on a un formateur qui est en Suisse, tu vas en Suisse, il n'y a aucun problème en fait. Et tu discutes avec eux, ce qu'ils font, tout est hyper bien intégré, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas en France. Les raisons, moi, c'est que le politique, je pense. Oui, pour moi, il n'y a pas de raison. Ouais, en fait, c'est politique, c'est un peu corpo. Non, mais en fait, c'est multifactoriel. Tu as peut-être le côté politique, tu as le côté budget. Si demain, on doit avoir, par exemple, des infirmiers de réanimation, ça voudrait dire qu'il faut mettre un décret, comme quoi il faut au moins un infirmier de réanimation. Donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire que derrière, il faut les effectifs, il faut les former. Voilà, c'est un sûr que les IPA de Suisse, c'est pas des IPA, mais ils n'ont pas 50 € à la fin du mois en plus. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. On est dans un autre contexte budgétaire aussi, donc il faudrait plus de budget pour ça. Alors après, il faudrait révolutionner tout, mais oui, il y a donc ce côté budgétaire. Tu as sans doute un côté aussi politique, chacun un peu sa corpo. Nous, on essaye de s'éloigner un peu de ça, justement, parce qu'en s'éloignant de ça, tu avances plus vite, en fait, aussi.
T'avances tout court déjà. Oui, T'avances c'est tout ça. court. Non, mais c'est vrai, on n'a pas envie de se faire d'ennemis, on y va, c'est tout quoi. De toute façon, En fait, les IPA, moi je trouve là, ça ouvre le champ. Enfin, tu peux faire des IPA, mais les IPA font changer le modèle tel qu'il existe en fait. Et donc, les infirmiers de pratique avancée. oui, pardon, les infirmiers de pratique avancée. On parlait au début de l'entretien sur la médecine de ville, par exemple. Moi, je discute avec des médecins de ville et ils me disent mais j'adorerais avoir une infirmière dans mon cabinet, elle pourrait faire telle chose, suivi pendant que moi je me concentre sur telle autre chose. Tu es à l'hôpital, ça commence maintenant, mais il y a quelques années, il n'y avait pas. Tu avais des infirmiers qui font de l'échographie cardiaque. Il y en a là où je travaille, et ça vient aussi du modèle canadien un peu américain. Les gars se sont dit, mais pourquoi vous mettez 10 médecins à faire des échos? Mettez un médecin, vous mettez 10 spécialistes, infirmiers ou paramédicaux à faire des échos. Le médecin toujours valide, vérifie, mais tu as gagné énormément de temps. C'est des protocoles, mais tu changes un peu la façon de voir les choses. Il y a des protocoles de coopération qui pour ça existent, que ça ferait notamment mais l'Institut Cardio, Oui, avec la télémédecine. Ah, tout à fait. Mais c'est pas une révolution, ça grignote. Faut pas se décourager, ça va être long, c'est un long chemin. Merci, grand sage. Bah là, c'est tout ce que j'ai à Ce sera dire. le mot de la fin. Tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je ne me positionnerai pas plus. Quelques années. Ouais. Oui, je t'en prie. Merci d'être venu. Ça y est, c'est fini. Oh là là, mais j'ai pas vu le temps passer. Ah bah nous aussi, hein. Par contre, Ah ouais. c'était épuisant ce podcast. On avait dit 1 heure, c'est ça? Il est 2 heures de... Non, va falloir cutter un peu, non? Non, bah non. Que fou, là. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et merci aussi de l'avoir coproduit, on va le redire. Hein, Ouais, bon, on a mis un peu la main à la poche. Mais voilà. soutenir des jeunes qui débutent, Ouais, c'est c'est toujours agréable. C'est important la Pas de transmission. regret. Voilà. Pas de regret, on verra. J'ai pas vu le résultat On encore. verra à le ce nombre de stade, hein. haters sur les commentaires. Hein. Ah bah sur votre épisode, il va y avoir du bip à mettre quoi. Ouais, Non, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. ouais, on peut dire que c'est un long déplacement. pour nous. Ouais, 1h30. Faut qu'on conclue parce que je vais répliquer et ça va jamais finir. Ouais, ça arrive. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et à tous les téléspectateurs qui nous auront suivis. J'ai toujours rêvé de le faire.